Ignition sequence start. En 1970, la mission lunaire Apollo 13 ne s'est pas déroulée comme prévu. Les catastrophes surmontées par les astronautes sont plus surprenantes qu'un scénario de film hollywoodien. Plus je me renseignais sur cette mission, et plus j'étais convaincu qu'il fallait la représenter de façon brute, sans fioriture. Lorsqu'un réservoir explose, Tom Hanks prononce la phrase la plus célèbre du cinéma. Houston, we have a problem. Ces mots ont-ils vraiment été dits? Les membres de l'équipage étaient-ils en mauvais termes, comme le montre le film? C'est inventé. Nous avons fait part de notre mécontentement. Et que s'est-il vraiment passé au centre de contrôle? L'équipage doit revenir sain et sauf. Faites bien attention aux données, soyez sérieux. Au cours de diverses expériences, nous allons savoir si ce qui est montré à l'écran est réaliste. Comment les astronautes ont-ils pu supporter le froid glacial qui règne dans l'espace? Des gaz mortels se sont-ils vraiment répandus dans le vaisseau? Le niveau de dioxyde de carbone aurait été tellement élevé qu'un être humain n'aurait pas pu survivre. Ce dispositif assemblé avec du ruban adhésif et du carton a-t-il réellement permis de sauver ces hommes? On n'avait pas le droit à l'erreur. Voici la véritable histoire du sauvetage de la mission Apollo 13. Les astronautes suivent une formation éreintante pendant plusieurs années avant d'effectuer des missions au péril de leur vie. Et les hommes d'Apollo 13 ont bien failli ne jamais revenir sur Terre vivants. Lors de la sortie du film Apollo 13 en 1995, Ron Howard, le réalisateur, et Tom Hanks, qui tient le premier rôle, ont présenté le film partout dans le monde. Apollo 13 a reçu 9 nominations aux Oscars en 1996. Pourtant, ce ne sont pas les professionnels du cinéma que Ron Howard cherchait à impressionner. J'étais extrêmement tendu lors de la projection du film en avant-première à Houston. De nombreux astronautes et contrôleurs de mission y ont assisté. J'étais dans un état... J'en avais mal au ventre. Le film aurait bien pu ne jamais voir le jour puisque le livre dont il est inspiré a été refusé par différents éditeurs. On nous a dit que personne ne voudrait lire l'histoire de 3 hommes qui n'avaient pas posé le pied sur la Lune 25 ans plus tôt. Mais Kluger n'a pas baissé les bras. Il a passé de longues heures en compagnie de Jim Lovell, commandant de la mission Apollo 13, incarné par Tom Hanks dans le film. Sur les 13 éditeurs à qui nous avons présenté notre projet, seuls 2 se sont montrés intéressés. Lorsque le livre a été envoyé à la société de production de Ron Howard, le réalisateur a immédiatement perçu son potentiel. J'ai eu un coup de cœur pour cette histoire. C'est le récit de la survie des astronautes et de leur sauvetage. Ces 2 points sont devenus évidents à mesure que l'on avançait sur le projet. Ce parallèle entre la survie et le sauvetage donne lieu à une histoire dramatique de qualité. Et du début à la fin du film, la tension est palpable. Le scénario est inspiré de faits réels qui ont passionné les foules par l'intermédiaire des journaux télévisés bien avant qu'Hollywood s'en empare. The Apollo 13 spacecraft has had a serious power supply malfunction that could cause the lunar landing mission to be terminated early. En avril 1970, le monde apprend qu'un engin spatial avec 3 astronautes à bord fonce vers la Terre à 32 000 km/h. Lors des 6 jours qui ont précédé, ils se sont battus pour survivre alors que leur vaisseau était sérieusement endommagé. Ils ont épuisé leurs réserves de carburant pour mettre le cap sur la Terre. C'est maintenant que tout va se jouer. Si l'angle de pénétration du module dans l'atmosphère n'est pas le bon, ces hommes périront. À Houston, au Texas, les contrôleurs de mission suivent la progression de l'équipage. Tout le monde est à bout de nerfs.
C'est ici que se termine une épopée incroyable. Selon certains, Apollo 13 était voué à l'échec à cause de ce numéro lié à de nombreuses superstitions. Et dès le départ, les revers s'accumulent. L'équipage a été choisi au terme d'une sélection rigoureuse. Une photographie officielle est prise. Voici Jim Lovell, commandant de la mission, ainsi que ses coéquipiers Ken Mattingly et Fred Haise. Mais quelques jours avant le lancement, Mattingly doit abandonner la mission, car il risque de développer la rubéole. Un des membres de l'équipage a dû être remplacé 2 jours et demi avant le décollage. Ça a brisé la cohésion de l'équipe. Dans le film, Tom Hanks, qui interprète Jim Lovell, me montre du doigt et dit « Ce sont des conneries du médecin de vol ». La NASA ne peut pas prendre le risque de voir un de ses astronautes tomber malade pendant la mission. Un autre homme prend donc sa place et une nouvelle photo est envoyée en urgence aux médias. On y voit Jack Swigert, 38 ans, nouveau membre de l'équipage. Le vaisseau doit se poser sur une zone de la Lune jamais explorée jusqu'alors. Les hommes doivent rester 10 jours dans l'espace. L'heure prévue du lancement, choisie en fonction des conditions de décollage, donne du grain à moudre à ceux qui sont convaincus que la mission est maudite. Le module a décollé à 13h13, heure du centre. Cette heure a été déterminée en tenant compte des principes de la physique et de la mécanique spatiale. Je n'ai jamais pensé qu'Apollo 13 était une mission maudite. Et je crois que c'est la même chose pour les autres contrôleurs et l'équipage. Nous ne pouvons pas nous montrer superstitieux. Notre base de travail, ce sont des données. Ancien pilote de chasse, Gene Kranz est un homme solide et réfléchi. En tant que directeur de vol, il a joué un rôle essentiel lors de la mission Apollo 13. Dans le film, il est interprété par Ed Harris. Malgré son rejet des croyances superstitieuses, il entame chacune de ses missions en revêtant un gilet blanc cousu par sa femme. Ignition sequence start. Lors du lancement du module, les membres de la NASA sont confiants. Pourtant, 5 minutes 30 après le décollage, un premier incident survient. L'un des moteurs du 2e étage se coupe brusquement. Les astronautes craignent de ne pas pouvoir atteindre l'espace. Quand le moteur central s'est éteint avec 2 minutes d'avance, nous avons eu peur de manquer de puissance pour atteindre l'orbite de la Terre et de ne pas avoir assez de carburant pour nous poser sur la Lune. Les contrôleurs doivent prendre une décision très vite. Vaut-il mieux annuler la mission ou poursuivre avec un moteur en moins? Le centre de contrôle nous a dit « Tant que vous ne perdez pas d'autres moteurs, vous pouvez continuer ». À ce stade, Lovell, Haise et Swigert pensent avoir surmonté un obstacle classique dans ce genre de mission. Si tout se passe bien, ils atteindront la Lune très bientôt. On croyait que le plus dur était derrière nous. Après ça, tout devait se dérouler sans problème. Mais 2 jours après le lancement, alors que le vaisseau se trouve à 321 000 km de la Terre, une catastrophe se produit. Même s'ils ne savent pas exactement ce qui s'est passé, les astronautes comprennent que la situation est grave. Dans le film, cet instant est symbolisé par un message très simple envoyé par l'équipage au centre de contrôle. Houston, we have a problem. Pourquoi cette réplique est-elle devenue l'une des plus célèbres du cinéma?
Cette phrase toute simple ne traduit pas vraiment la gravité de la situation, mais elle en dit long sur la force de caractère et le tempérament de ces astronautes. Après l'explosion, j'aurais pu paniquer et me taper la tête contre les murs, mais ça ne m'aurait pas avancé à grand-chose. Au centre de contrôle de Houston, les agents de la NASA restent sans voix. C'était comme si je venais de recevoir un coup très violent dans le ventre. Pendant 5 secondes, j'ai eu le souffle coupé. J'ai pris conscience de la situation qui était vraiment dramatique. Les contrôleurs de mission comprennent que 3 astronautes sont enfermés dans un vaisseau gravement endommagé à la suite d'un accident dont ils ne savent rien pour le moment. « 56 heures après le décollage, le centre de contrôle a demandé à Jack Swigert d'actionner le brassage des réservoirs d'oxygène du module. Cette procédure de routine permet de maintenir la pressurisation du système. Mais lorsqu'il a actionné le bouton, une explosion a eu lieu. We had a pretty large bang associated with the warning there. Une masse de débris a entouré le vaisseau. Tout près du hublot, on voyait des petits grains comme du pop-corn. C'était de l'oxygène gelé et des morceaux d'isolant thermique. Les astronautes savent qu'ils risquent de ne pas revenir vivants. Dans le film, Tom Hanks se rend compte d'autre chose. J'ai très vite compris que la mission n'irait pas à son terme. Lovell et Hayes devaient être les 5e et 6e hommes qui marcheraient sur la Lune. J'étais désespéré quand j'ai su qu'on ne pourrait pas aller sur la Lune. C'était le but de leur mission. Quand j'en ai discuté avec Jim des années plus tard, je voyais bien qu'il ressentait toujours une vraie déception. J'ai compris que je ne marcherais pas sur la Lune alors que c'était mon principal objectif. Tom Hanks l'a bien compris. Il tenait à l'exprimer très clairement dans le film, et moi aussi. Dans le rôle de Lovell, Tom Hanks voit son rêve lui échapper. This is Houston. We're reading your telemetry. À présent, le module, un des engins les plus complexes jamais construits, pourrait devenir la tombe de l'équipage. Après le détachement des fusées de lancement, le vaisseau Apollo 13 est composé de 3 éléments. Le module lunaire, Aquarius, conçu pour l'alunissage. Le module de commande, Odyssey, qui doit abriter l'équipage pendant la majeure partie de la mission. Et enfin le module de service, qui contient le carburant et l'oxygène. Là, l'explosion a percé un trou béant dans la paroi du vaisseau. Plus grave encore, une fuite s'est déclarée dans les 2 réservoirs d'oxygène. Le plus inquiétant, c'était cette dispersion de l'oxygène, car les astronautes ne pouvaient pas survivre sans. Il est indispensable à l'équipage d'un vaisseau spatial. L'oxygène est stocké dans les réservoirs à très basse température, sous forme liquide. Le professeur Paul Rountree a analysé le film Apollo 13 sous un angle scientifique. L'oxygène liquide est 850 fois plus dense que sous forme de gaz. Sous cette forme, il est donc possible d'en emporter une grande quantité à bord d'un engin spatial. Les réservoirs auxiliaires qui permettent à l'équipage de respirer sont intacts. Ceux qui ont été touchés servent à fournir de l'électricité.
L'oxygène était utilisé pour alimenter des piles à combustible. Pour produire de l'électricité et de l'eau, on associe hydrogène et oxygène dans la pile à combustible. L'électricité est indispensable au système de navigation. Sans oxygène, le module Apollo ne pouvait donc plus fonctionner. Dans le film, les astronautes se disputent quand ils comprennent que leur module n'est plus alimenté. Sur ce point, le scénario n'est pas fidèle à la réalité historique. Personne n'a fait de reproche à qui que ce soit. Il était impossible de savoir que le réservoir allait exploser. C'est inventé. Nous avons fait part de notre mécontentement. Hey, don't tell me how to fly the damn CM, all right? They brought me in here to do a job. They asked me to stir the damn tanks, and I stirred the tank. J'ai expliqué à tout le monde qu'il fallait parfois donner un peu de corps à l'histoire, notamment en ajoutant quelques séquences dramatiques. Ron nous a dit « Il me faut de l'angoisse, du suspense, de la force de caractère. Pour faire passer tout ça à l'écran, je ne peux pas me contenter de montrer le visage d'un homme couvert de sueur. Il me faut une altercation concrète. » J'ai voulu exprimer leurs sentiments. Je leur ai dit que si, en réalité, ils avaient réussi à se contenir, j'avais l'intention d'amplifier la dimension dramatique de l'événement. En fait, les astronautes ont suivi les instructions données lors de leur formation et ont gardé leur calme. Nous devions identifier le problème, calculer combien de temps il nous restait pour le régler et mettre au point une stratégie. Quand votre vie est en danger, vous apprenez très vite. Mais à mesure que l'oxygène s'échappe, toutes les piles à combustible cessent de fonctionner. Il n'est pas étonnant que ces hommes n'aient pas été préparés à gérer un accident de ce type. Et si avant le décollage, on leur avait demandé, en cas de panne des piles à combustible, du module de commande et d'une fuite d'oxygène pendant la mission, comment réagiriez-vous? Ils auraient répondu, on est condamné, il n'y a pas d'issue. Pour Glynn Lowney, le directeur de vol, il reste une solution. Plutôt que de passer notre temps à envisager toutes les catastrophes qui pourraient faire échouer une mission, on s'efforce d'en faire une réussite. Dans le film, les agents du centre de contrôle sont à bout de nerfs. I'll call over to the simulator and get an estimate. God damn it! I don't want another estimate. I want the procedures. Now! Si la scène est efficace, ce n'est pas un portrait réaliste de Gene Kranz. Au centre de contrôle, on ne s'emporte jamais. Le directeur de vol, qui supervise l'équipe de contrôleurs, ne peut pas montrer qu'il craque, qu'il laisse son inquiétude prendre le dessus. J'ai choisi d'aller un peu plus loin pour que le public comprenne l'enjeu. Dans cette archive sonore, on entend Gene Kranz parler à son équipe au plus fort de la crise. Okay, now let's everybody keep cool. We solved the problem, but let's not make it any worse by guessing. Quelle que soit la situation, et même s'il sent qu'on est dans l'impasse, le directeur de vol doit prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à la sécurité de l'équipage et garantir la réussite de la mission. Il doit contrôler ses émotions pour faire son travail efficacement. Make sure we don't blow the whole mission. À présent, Gene Kranz et ses hommes doivent secourir l'équipage. Après l'explosion, ils décident de maintenir le cap sur la Lune, puis d'exploiter son attraction gravitationnelle pour renvoyer le vaisseau vers la Terre. Les modules de service et de commande sont mis hors tension afin d'économiser de l'énergie. L'équipage doit se retrancher dans le module lunaire. Flight Econ, go ahead, Econ. You better think about getting in the LEM or using the LEM systems. Comme l'électricité avait été coupée à cet endroit, les astronautes ont dû s'installer dans le module lunaire.
Cela devait leur permettre de rester en vie pendant les quelques jours qui les séparaient de l'atterrissage. Seul problème, le module lunaire a été conçu pour un alunissage et une utilisation de 33 heures maximum. Or, les astronautes s'apprêtent à y rester plusieurs jours. Les filtres chimiques qui éliminent le dioxyde de carbone de l'air ne pourront pas tenir aussi longtemps. Comme les filtres au charbon actif ou ceux qui purifient l'eau, ils finissent par arriver à saturation. Il faut les remplacer. Le niveau de dioxyde de carbone grimpait dans le module lunaire. À de telles concentrations, il est toxique pour l'homme. On ne parvient plus à réfléchir normalement. On n'a plus de raisonnement logique. Et on risque même de perdre connaissance, selon le niveau de dioxyde de carbone. Et c'est à ce moment que l'histoire vraie est plus incroyable que tout scénario de Hollywood. L'équipage pouvait trouver des filtres de remplacement dans le module de commande, mais ceux-ci étaient carrés, alors que les filtres du module lunaire étaient cylindriques. Les hommes ont dû trouver un moyen d'installer un élément carré dans un logement rond, d'adapter la boîte carrée du module de commande à l'emplacement cylindrique du module lunaire. We gotta find a way to make this fit into the hole for this, using nothing but that. Let's get it organized. Okay, let's build a filter. En réalité, la solution a été trouvée par Ed Smiley, le responsable du système d'équipage. 40 ans plus tard, il se souvient encore précisément de ce qui s'est passé. Nous avons imprimé la liste de tous les éléments disponibles à bord. Ils avaient du ruban adhésif. C'était ça la solution. Pour survivre, les astronautes vont devoir utiliser un sachet en plastique, un carton glissé avec le plan de vol et le tuyau d'une combinaison spatiale. On glisse le sachet sur la boîte. On découpe un morceau de ruban avec lequel on colle le sachet. Puis on insère une extrémité du tuyau dans le sachet et on assemble l'autre à un ventilateur de circulation d'air du module. Ainsi, de l'air est envoyé dans le filtre. Le ventilateur propulse l'oxygène dans le filtre qui élimine le dioxyde de carbone. On me parle très souvent de cette séquence. J'ai appris qu'on passait l'extrait en cours de management pour expliquer qu'on peut trouver des solutions de façon intuitive et sans préparation. Nous étions vraiment emballés quand nous avons lu ce passage dans le livre. Avant la mise en service de ce filtre de fortune, le film montre Jack Swigert qui souffre de la concentration de CO2. Le dioxyde de carbone a-t-il vraiment eu ses effets sur les astronautes? Andrew Baudin, un jeune diplômé canadien, a accepté de subir une légère intoxication au CO2 sous surveillance médicale. Au bout de 2 minutes, le sujet est déjà très perturbé, comme le montre ce test de mémoire. Bœuf. Rue. Casque. Bœuf. Rue. C'est tout? Oui, c'est tout. Comparé à ses capacités normales, sa mémoire a baissé de 40%. De plus, son temps de réponse a augmenté de 25%. J'ai senti le goût du CO2 dans ma bouche. Ensuite, j'ai eu beaucoup de mal à respirer. Dès que le cerveau d'Andrew détecte le CO2, il donne l'ordre à son corps de respirer plus rapidement, ce qui entraîne une absorption plus importante du gaz. Le dioxyde de carbone empêche l'hémoglobine contenue dans nos cellules sanguines d'absorber l'oxygène correctement. Peu à peu, le cerveau n'est plus approvisionné en oxygène. Le sujet est alors fortement désorienté.
J'étais conscient, mais j'avais plus de mal à me concentrer. Moins le cerveau reçoit d'oxygène, plus la personne éprouve des difficultés à réfléchir. La contamination au CO2 montrée dans le film est donc bien supérieure à ce qui s'est produit en réalité, car les astronautes n'auraient pas pu se concentrer suffisamment pour fabriquer le filtre. Les filtres disponibles dans le module lunaire avaient une durée de vie de 35 heures. S'ils ne les avaient pas remplacés, le niveau de dioxyde de carbone aurait grimpé. À leur retour sur Terre, ils auraient respiré un air composé à 50% de dioxyde de carbone. Ils n'auraient sûrement pas survécu. Les astronautes d'Apollo 13 ont le cœur serré lorsqu'ils effectuent une rotation autour de la Lune sans s'y poser. Depuis l'espace, ils observent la zone prévue pour l'alunissage et essaient d'imaginer ce qu'ils auraient ressenti. Quand on a découvert la face cachée de la Lune, le panorama m'a coupé le souffle. Comme on savait qu'on ne reviendrait peut-être jamais, on a pris plein de photos. C'était un moment à la fois douloureux et émouvant. Pour un astronaute, c'est presque pire de passer si près du but que de ne pas être sélectionné pour une mission. On est tout proche de la Lune. À travers les hublots, on ne voit qu'elle, et pourtant, elle est inaccessible. Tandis qu'Apollo 13 entame son voyage de retour, les médecins de Houston craignent que l'équipage soit à bout de force. Les astronautes ont besoin d'être en pleine possession de leurs moyens pour effectuer les manœuvres complexes liées à l'atterrissage. On avait peur qu'il ne soit plus en état de diriger le module après avoir fait le tour de la Lune. Ils devaient faire preuve d'une précision extrême, car tous leurs instruments avaient cessé de fonctionner. Comme on ne dormait jamais très longtemps, on ne récupérait pas. On était tous épuisés. Le module lunaire n'étant plus alimenté en électricité, le chauffage est coupé. Il fallait tout faire pour avancer. S'ils avaient froid, ils devaient faire avec. Même s'ils avaient des engelures, il fallait continuer. L'urgence de la situation était encore plus palpable pour eux. Un étudiant a accepté d'entrer dans une pièce à très basse température pour vivre la même expérience que les astronautes. D'après les registres, la température dans le module lunaire a frôlé le zéro. Sur ces images filmées par une caméra thermique, les extrémités des membres du sujet virent au bleu à mesure que le sang est dévié vers les organes vitaux. Prêt ? Au bout de quelques minutes, on lui fait passer un petit test de dextérité. Arrêtez. Vous avez obtenu un score de 8, 9, 10, 11. À cause du froid, sa dextérité a baissé d'un tiers. Le corps se tend, les muscles se contractent de plus en plus, on n'arrive même plus à les contrôler. Par un froid pareil, on voit ses capacités se réduire. Pourtant, ce qu'on a demandé à Roger n'est rien en comparaison de ce que les astronautes ont dû réaliser. Mais aurait-il pu mourir de froid?
Si la température corporelle ne baisse pas de façon significative, les réactions biochimiques et physiologiques ne sont pas réellement affectées. En revanche, le sujet est gêné sur le plan psychologique. Il souffre en permanence. Et c'est plus important que l'aspect physiologique. Un individu non préparé n'aurait peut-être pas supporté de passer de longues heures sans dormir dans un module froid où régnait un air vicié. Mais les astronautes n'ont pas cédé. Le stress les a même aidés à tenir le choc. En cas de stress important, le corps libère de l'adrénaline. Et je pense que dans ces circonstances, ça leur a été utile. Pourtant, un événement précis également montré dans le film indique que les astronautes craignaient de perdre leur capacité mentale. Jack Swigert dispose un petit mot sur son poste de commande pour éviter d'actionner le mauvais bouton. Ça s'est vraiment passé ainsi. Jack était seul dans le module de commande. Jim Lovell et Fred Hayes se trouvaient dans le module lunaire. L'un des boutons servait à larguer ce module-là. Dans le film, quand Jack explique ce qu'il a fait, Tom Hanks le félicite. Le 17 avril, après 4 jours d'efforts, l'équipage s'apprête à regagner l'atmosphère terrestre. Une manœuvre délicate. Comme dans le film, Jim Lovell dispose exactement de 22 secondes et 4 dixièmes pour changer de trajectoire. S'il se trompe, le vaisseau pourrait se consumer ou repartir dans l'espace. En cas d'erreur, on risquait de décrire une orbite elliptique pendant très longtemps, voire pour toujours. Si la manœuvre est mal exécutée, le vaisseau entrera en orbite autour de la planète bleue et ne pourra plus jamais revenir. Pour regagner la Terre, ils doivent utiliser les batteries du module, qui sont presque vides. J'avais très peur que le module principal ne réponde plus. Il n'avait pas été prévu que l'électricité soit coupée. Allait-on réussir à la rétablir? Normalement, ces systèmes étaient réchauffés par des radiateurs dédiés. Or, ils s'étaient complètement refroidis. On n'avait donc aucun moyen d'être sûr que l'opération serait un succès. Les chances étaient très minces. On n'avait pas le droit à l'erreur. Heureusement, le module de commande se rallume sans difficulté. Une nouvelle question se pose. Supportera-t-il l'entrée dans l'atmosphère? À ce moment crucial, l'équipage largue le module de service. Avant qu'il ne s'évanouisse dans l'espace, les hommes le prennent en photo. La cause de l'explosion n'est pas apparente, mais les astronautes prennent conscience de l'étendue des dégâts et craignent que les autres modules soient endommagés. Is that right? The whole panel is blown out, almost from the base to the engine. On avait peur que le bouclier thermique soit touché. Il nous était indispensable pour regagner l'atmosphère en toute sécurité. 3 heures plus tard, les astronautes doivent larguer le module lunaire dans lequel ils ont vécu pendant plusieurs jours. Dans le film, ce moment est bouleversant. Cette phrase a vraiment été prononcée. Ce module avait rempli des fonctions qui n'avaient jamais été prévues lors de sa conception. L'équipage s'y était attaché parce qu'il lui avait permis de survivre. À quelques minutes de l'entrée dans l'atmosphère, toute l'équipe de la NASA se demande si le bouclier thermique parviendra à empêcher le vaisseau de s'embraser. On retenait notre souffle. À la fin du film, des inconnus des 4 coins du monde s'arrêtent pour suivre l'événement. Ces images sont vraies.
Quand la capsule Odyssey pénètre dans l'atmosphère, la forte chaleur provoque des interférences électriques. La communication avec Houston est rompue. Un événement assez habituel. Mais lors des missions précédentes, le contact avait été rétabli après 3 minutes maximum. Rien n'a été inventé ou exagéré. Au bout de 3 minutes, on saurait s'ils avaient survécu ou s'ils étaient morts. Joe Kerwin était le contrôleur chargé de parler aux astronautes après leur entrée dans l'atmosphère. Tout le monde était rassemblé au centre de contrôle. Quand les 3 minutes ont été écoulées, aucun message ne nous est parvenu. Et là, Krantz m'a dit, dis-leur qu'on attend leur appel. Odyssey Houston, standing by, over. Pas de réponse. 30 secondes passent. Odyssey, ici Houston, on attend votre message. Pas de réponse. 30 secondes de plus. Odyssey, ici Houston, on attend votre message. À cet instant, et pour la première fois depuis le début de la mission, on s'est tous demandé s'il y avait eu un accident. Les secondes s'égrènent. Au centre de contrôle, jamais 1 minute et 27 secondes ne nous avaient paru aussi longues. Sur cette photo, on voit tous les directeurs de vol, les yeux rivés sur les horloges. C'est certainement le cliché le plus symbolique de cette mission. Puis, on a perçu un changement dans les parasites qu'on entendait. Comme si quelqu'un s'était connecté. Et quelques secondes plus tard, la tension est retombée parce qu'on savait qu'il s'en était sorti. Très vite, les agents de la NASA trouvent la raison de ce silence prolongé. Lors du retour dans l'atmosphère, tous les vaisseaux perdent le contact radio pendant quelques minutes. Tout engin spatial vise un angle d'entrée de 6,5 degrés, ce qui entraîne une rupture de la communication de 3 minutes. Comme Apollo 13 a adopté un angle moins important, le blackout a duré plus longtemps que prévu. Même s'il a franchi une étape critique, l'équipage n'est pas encore sauvé. Ce qui m'inquiétait maintenant, c'était les parachutes. Les explosifs qui permettent d'ouvrir les parachutes sont restés dans le froid pendant 4 jours. Nous avions dû limiter notre consommation électrique. Les explosifs n'avaient donc pas été réchauffés. S'ils ne se déclenchaient pas, on allait percuter la surface de l'océan à une vitesse bien trop importante. Il était impossible d'y survivre. Mais les parachutes s'ouvrent. Cette fois, c'est sûr, les astronautes ne risquent plus rien. Pour certains, la véritable histoire d'Apollo 13 est presque trop belle pour être vraie. J'organise toujours plusieurs projections tests. Pour Apollo 13, les retours étaient très positifs. Le public était conquis. Mais un jour, on m'a remis la fiche d'un spectateur qui n'avait pas du tout aimé le film. Il disait qu'il ne le recommanderait pas à son entourage. La dernière question, c'était « Quel est votre avis sur la fin ?» Il avait répondu en lettres capitales « Fin ratée, pas crédible. Il n'aurait jamais pu s'en sortir. »
J'étais soulagé. Ce spectateur ne savait tout simplement pas que c'était une histoire vraie. À la fin du film, les astronautes font un retour triomphal dans leur pays. La cause de l'accident n'est pas vraiment expliquée. Tom Hanks dit seulement qu'il a été provoqué par une bobine défectueuse. La réalité est plus complexe. Les spécialistes de la NASA ont étudié des millions de données afin de trouver une explication. Et les résultats sont surprenants. Tout est lié à un incident qui a eu lieu 2 semaines avant le lancement à Cap Canaveral. Après une séance de préparation, les techniciens ont vidé le réservoir d'oxygène numéro 2 pour des questions de sécurité. Lorsqu'ils ont mis en marche le radiateur pour que l'oxygène liquide s'évapore, le thermostat qui le contrôlait a fondu. Le réservoir a donc continué à chauffer sans que personne ne s'en aperçoive. D'après les résultats des tests, la température du réservoir a atteint 480 à 530 degrés Celsius. Dans ces conditions, l'isolant des câbles électriques du réservoir a brûlé. Cet élément était donc endommagé avant même le début de la mission. Le jour du lancement, on a versé de l'oxygène liquide à l'intérieur. À partir de là, l'accident était inévitable. Pour lancer le brassage, Jack Swigert a actionné un petit ventilateur à l'intérieur des réservoirs, ce qui a entraîné l'explosion. Une étincelle partie du ventilateur a atteint l'élément chauffant et le couvercle du réservoir a été soufflé. À ce moment-là, l'isolant qui entourait le réservoir a pris feu. L'oxygène n'a fait qu'aggraver le phénomène. L'ensemble n'était plus qu'une torche géante. Quand j'ai appris les conclusions de l'enquête, j'ai été triste de constater que notre mission lunaire avait échoué à cause d'un petit composant électrique. Apollo 13 est considéré comme un récit fidèle de l'accident survenu en avril 1970. Mais comme de coutume à Hollywood, quelques scènes emblématiques s'éloignent un peu de la réalité. C'est en fait Jack Swigert qui dit en premier, puis 15 secondes plus tard, Jim Lovell s'adresse au centre de contrôle. C'est vrai. La phrase exacte, c'est « Houston, nous avons eu un problème ». Elle est moins angoissante pour le spectateur. C'est moins marquant que « Houston, nous avons un problème ». Mais qu'en pense l'homme qui n'a jamais prononcé ces mots? Je regrette de ne pas avoir déposé la formule. Aujourd'hui, la phrase « Houston, nous avons un problème » fait partie du domaine public. Et j'en suis ravi. Quand le mythe devient réel, il faut le diffuser. C'est ce qui s'est passé avec cette réplique. Si l'art s'inspire de la vie, l'inverse est vrai aussi. Dans le film, Gene Kranz affirme que l'échec n'est pas une option. S'il n'a jamais dit cette phrase, elle lui a tellement plu que c'est devenu le titre de son autobiographie. Mais au fait, que pense-t-il du film? La première fois que j'ai vu mon personnage à l'écran, je me suis affaissé dans mon siège et j'ai guetté les réactions de mes voisins. Mais Ron Howard et Tom Hanks ont créé une œuvre tellement prenante qu'au bout de 30 secondes, je me suis laissé porter par l'histoire. Je voulais conseiller ces hommes, leur dire « L'équipage doit revenir sain et sauf, faites bien attention aux données, soyez sérieux ». Je voulais tellement qu'ils y arrivent. J'ai eu la chance de déjeuner avec Billy Wilder, une de mes idoles. Il m'a dit qu'il adorait Apollo 13. Selon lui, c'était mon meilleur film, parce que le héros ne réalisait pas son rêve. Voilà ce qui lui a plu.
Apollo 13 a fait passer un message important. L'exploration de l'espace est un travail d'équipe. Les astronautes ne sont pas seuls. Ils sont soutenus par les milliers d'employés du Centre spatial Kennedy, 300 millions d'Américains et 6 milliards d'êtres humains qui envoient ces 3 émissaires dans l'inconnu pour accomplir des exploits. Apollo 13 a très bien exprimé cette idée. Et je souhaite qu'il continue à jouer ce rôle à l'avenir.